Bien, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la séquence. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de 5 facteurs clés pour déployer à large échelle les expériences de réalité mixte. Et finalement, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un retour d'expérience. Je suis Fabrice Barbin, dirigeant de Synergies, société qui existe depuis une douzaine d'années, qui est spécialisée justement sur le sujet de la réalité mixte. Et donc en 12 ans d'expérience, on a collecté pas mal de retours, justement retours d'expérience sur comment déployer des expériences de réalité mixte à large échelle. Donc je vais vous le résumer en fait en 5 facteurs clés. Et donc la logique, c'est comment je passe finalement d'un POC à un déploiement large. Le premier élément en fait, sur lequel on va insister, c'est les enjeux d'industrialisation. Les enjeux d'industrialisation, pourquoi? C'est qu'à partir du moment où on quitte le mode du POC, du pilote, se pose la question finalement de pouvoir déployer rapidement, simplement, efficacement, et finalement de sortir de la zone de confort du POC où on a pu identifier en fait un usage sur une équipe, un site, et là d'un seul coup on doit déployer plusieurs centaines d'équipements, et donc de manière totalement industrialisée. On doit uniformiser bien évidemment les pratiques, on doit garder de la cohérence, et donc on doit sortir impérativement du côté manuel de la petite configuration du mode POC. On doit sécuriser finalement les pratiques, sécuriser les données également. On doit pouvoir également, en termes de fonctionnement, mettre à jour facilement. L'idée, ce n'est pas simplement de déployer, mais c'est d'assurer aussi le maintien en conditions opérationnelles. Et là se pose également la question de comment est-ce que je fais pour maintenir à jour mon environnement, d'un point de vue OS, d'un point de vue données, d'un point de vue sécurité, quand ce n'est plus quelques équipements, mais plusieurs centaines d'équipements. On aura aussi des enjeux tout simplement de personnalisation aux enjeux de l'entreprise, aux enjeux des équipes, des sites, par rapport à des préoccupations qui peuvent être liées à des localisations, des sécurités différentes entre pays ou ce genre de choses. Le fait d'industrialiser le déploiement, c'est aussi optimiser les coûts. Bien évidemment, je parlais tout à l'heure d'uniformisation, pour autant, quand on commence à déployer des outils qui sont sous licence, finalement, on ne va peut-être pas mettre des packages complets pour l'ensemble des équipes, si ce n'est pas requis pour l'ensemble des utilisateurs. Et l'idée également, derrière cet enjeu d'industrialisation, c'est disposer d'une vue consolidée durant tout le cycle de vie en fait, du produit une fois qu'il est sur le terrain, savoir quels sont les usages réellement déployés par les utilisateurs, quels sont les devices, dans quel état ils sont, et ainsi de suite. Finalement, ce qu'on va chercher à faire, c'est s'adapter aux usagers et aux conditions d'usage sur le terrain. Et donc, comment on va le faire finalement? Comment on va répondre à l'ensemble de ces enjeux? Différentes façons d'y répondre. Le premier élément, c'est un élément plutôt technique, ça peut paraître basique, mais d'ores et déjà, en fait, on va déployer l'ensemble des équipements en se basant sur un MDM. MDM, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas le terme? C'est simplement avoir la capacité de pouvoir superviser l'ensemble des équipements dans une plateforme logicielle où on saura quel est l'équipement, dans quelle version, avec quel OS, avec quelle app, et ainsi de suite. On va faire du user management, du device management, de l'app management, de manière à avoir une vue consolidée de l'ensemble de ces considérations. Aujourd'hui, l'ensemble des devices de type XR sont couverts, bien évidemment, dans des MDM, donc intégrés dans le système d'information, au même titre que n'importe quel équipement connecté, comme on peut le trouver traditionnellement. Et puis on va pouvoir également, et on va devoir, pour industrialiser, aussi trouver comment amener sur le terrain une solution qui répond aux contraintes d'usage. Et ça, on va le faire notamment avec des enjeux de kits qui sont prêts à l'usage. Typiquement, mon utilisateur qui doit déployer de la mixed reality sur le terrain, quand il va aller par exemple dans un scénario de technicien qui se déplace sur le site de son client pour faire de la maintenance, quelle est son autonomie en termes d'accès à un point d'électricité, quelle est son autonomie en termes de réseau, quelle est son autonomie en termes d'outillage dont il va avoir besoin. Et donc le fait de pouvoir le doter d'un kit complet, c'est un facteur clé de succès de ce genre de déploiement, avoir cette autonomie finalement d'intervention sur le terrain. À titre d'illustration, je peux vous donner par exemple et j'essaierai d'illustrer à chaque fois par des réalisations. Stryker, donc on n'est pas dans le domaine de l'industrie, mais dans le domaine de la santé. L'enjeu, déployer des outils qui vont équiper des chirurgiens au bloc opératoire. Donc vous voyez un enjeu forcément qui est lié en fait à la fiabilité des usages. On n'imagine pas trop l'équipement qui tombe en panne en plein milieu d'une opération. On est bien évidemment sur des enjeux de données sensibles. Et aujourd'hui, Stryker déploie au niveau worldwide en fait, ce genre d'équipement, donc avec toutes les considérations de parcs matériels qui sont déployés dans tous les pays, avec toutes les considérations d'accès réseau, d'accès électrique et autres.
Et donc là, typiquement, en fait, ce qui est fait, c'est la supervision à distance de l'ensemble de ces équipements dans un MDM, avec des scénarios qui sont pré-validés, hein, qui sont aussi labellisés, certifiés FDA, donc dans des logiques vraiment de traçabilité. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble de ces équipements suivent des process extrêmement pointus, implémentés finalement dans un MDM avant d'être envoyés sur le terrain et supervisés pendant tout le cycle de vie. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs centaines comme ça d'équipements en production et plusieurs milliers en fait, de patients qui sont opérés avec ce genre de support. Donc vous voyez en fait des enjeux de fiabilité sur les usages. Le deuxième élément clé, quand on veut vouloir déployer à large échelle, ça va être un enjeu d'accompagnement. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'équipements, on parle beaucoup de logiciels. L'adoption en tant que telle et l'usage d'une solution de mixed reality, on est avant tout sur une transformation des pratiques, on est avant tout sur de l'humain, et vous savez comme moi que l'humain est réfractaire au changement. Ce qui fait le succès finalement d'un projet comme celui-ci, c'est pas la techno, c'est pas le hardware, c'est pas le logiciel, c'est vraiment la capacité pour les utilisateurs à adopter dans leurs pratiques, à ancrer les pratiques au quotidien finalement. Donc on a un enjeu effectivement d'accompagnement pour assurer la prise d'autonomie de l'ensemble des utilisateurs, pour accompagner le changement, hein, vraiment ancrer les pratiques dans les usages professionnels au quotidien. Et pourquoi faire tout ça? Tout simplement pour assurer le retour sur investissement. On sait que ce genre de technologie, c'est coûteux à déployer. C'est d'autant plus coûteux si quelque part, ce n'est pas utilisé, que ça termine dans un placard. Donc finalement, ce qui va vous permettre d'avoir le retour sur investissement de ce genre de projet, c'est surtout et avant tout la qualité de l'accompagnement à l'adoption que vous allez réussir à mettre en place. Aujourd'hui, dans les recettes qui marchent et qu'on pratique, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il faut avoir une méthodologie d'accompagnement qui est structurée, qui mixe à la fois du suivi individualisé, comment est-ce que je vais former mes utilisateurs, mais pas forcément que mes utilisateurs, hein, mes formateurs qui vont créer des contenus qui vont être utilisés sur les expériences de réalité mixte, les managers également qui vont être en charge du déploiement de ce genre d'outils. Donc on est dans une logique d'accompagnement individualisé basée sur les rôles dans l'entreprise. Et on sait également qu'au-delà de la formation individualisée, ce qui fait sens, ce qui fait mouche en termes d'adoption, c'est également le collectif. Et être dans des logiques également d'adoption, de méthodes en fait, d'animation de communauté, de vision collective, quelque part aussi de gamification par le collectif pour l'adoption. Il y a un élément d'entraînement en fait, sur le partage de pratiques quand on amène du collectif. Et donc ce qui marche aujourd'hui vraiment dans l'accélération en fait, du déploiement, c'est le fait de mixer l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Et puis ça peut paraître peut-être basique, mais définir des KPI qu'on va suivre pendant toute la phase de déploiement. Vous connaissez certainement comme moi l'adage qui dit que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est vrai aussi pour la XR. Un projet en fait, qui fonctionne, c'est un projet sur lequel on est capable de démontrer de manière tangible, mesurable, mesurer les gains apportés. Et donc être dans une logique finalement de comparer les pratiques avant et les pratiques pendant et après le déploiement de ce genre d'outils. Donc une phase critique sur l'accompagnement et la mesure finalement de l'évolution des pratiques des utilisateurs. Cas d'usage également pour illustrer ce point, Forestia, aujourd'hui des solutions basées sur la partie expertise à distance, comment j'amène l'expertise sur mes sites de production, sachant que mes experts sont disséminés un petit peu partout sur le monde. 40 sites aujourd'hui déployés. 40 usines donc de production, et donc cet enjeu de se dire comment est-ce que j'assiste un opérateur qui est confronté à une panne sur un des sites par un expert qui est basé à distance. Donc solution déployée voilà, sur une quarantaine de sites, et on a fait l'expérience en fait, d'une adoption un peu différenciée, d'un déploiement un peu différencié entre différents sites. Certains ont été faiblement accompagnés et d'autres avec un cursus de formation tel que je vous l'écrivais, sur de la formation individualisée, de la formation plutôt collective. Les ratios, les retours par rapport à ça, c'est que finalement les équipes accompagnées ont un taux d'usage 5 fois supérieur aux équipes qui n'ont pas été accompagnées. Alors on peut bien évidemment pas en faire une généralité, hein, on est dans un contexte particulier, mais pour autant il y a un tel différentiel que vous voyez bien qu'un usage 5 fois supérieur vous amène un retour sur investissement qui est largement supérieur également. Troisième élément lié au facteur clé de succès des déploiements, c'est les enjeux de gouvernance.
Gouvernance des données, finalement, c'est quoi? C'est protéger vos données sensibles de l'entreprise, s'assurer effectivement que quand elles sont chargées sur un environnement de type XR, qui part éventuellement plus dans la nature, sur le terrain, on est en maîtrise pour savoir qui finalement possède la donnée, où elle est, sur quel device, et ainsi de suite. Et puis c'est également assurer le cycle de vie de ces équipements, s'assurer qu'on est capable de mettre à jour les contenus et que les utilisateurs sur le terrain ont bien accès à l'ensemble des contenus en temps et en heure. La solution par rapport à ça, c'est une solution d'asset management. Au même titre qu'on va être capable de superviser le matériel par du MDM, donc vraiment suivre le côté technique du déploiement, finalement, le fait d'avoir de l'asset management va nous compléter cette approche MDM par de la gestion des contenus. Donc à l'échelle de la société, comment est-ce que j'ai un parc, un patrimoine 3D qui est géré, qui est mutualisé, qui est à jour et pour lequel j'ai une maîtrise précise de savoir ce qui a été déployé sur quel équipement, dans quelle localisation, près de quelle équipe. Là également, illustration avec des mises en œuvre chez Safran, par exemple, sur des scénarios d'aménagement de sites industriels. Donc on imagine effectivement des nouveaux halls de production à aménager. J'utilise l'AXR pour simuler l'installation de nouvelles machines-outils sur mes lignes. Bien évidemment, les CAO et autres équipements 3D qui vont être utiles pour simuler cette installation. Donc pour permettre de valider en fait, avant l'arrivée des équipements physiques le bon emplacement, que les inductions de fluide, d'électricité, de réseau ont été prises au bon endroit, que l'équipement une fois installé sera conforme aux règles de sécurité de déplacement des opérateurs ou des véhicules. Bien évidemment, tous ces éléments sont critiques, sont sensibles, et donc on veut s'assurer que ces équipements, enfin, ces rendus 3D ne seront accessibles qu'aux personnes qui sont en charge de l'aménagement. Et donc cette supervision par un outil d'asset management nous permet de nous assurer que que le contenu est disponible auprès des opérateurs sur ce scénario d'aménagement d'espace, le temps des travaux est ensuite retiré pour assurer la sécurité et la pérennité des données. Quatrième point, on est sur tout ce qui est contenu et expérience. Contenu et expérience, pourquoi? Parce que ces outils, ces logiciels n'ont de sens que par le contenu qu'ils manipulent, sinon ça reste des coquilles vides. Et donc on a des vrais enjeux autour du patrimoine 3D, plus généralement du patrimoine informationnel au niveau des organisations. Et puis également de trouver comment exploiter le juste potentiel de la réalité mixte, à bon escient, pour le bon usage, et pas simplement essayer de faire de la 3D pour faire de la 3D. Et là, on y répond par différentes approches. La première, c'est d'être sûr qu'on va se doter dans l'organisation des outils et des compétences qui vont être orientés contenu. Avoir la capacité, effectivement, de pouvoir créer les contenus, donc soit les scanner, soit les capter, soit les modéliser, ou éventuellement de les transformer quand on a déjà des cellules de CAO. Ça va être également l'enjeu autour de l'ergonomie et de l'UX. On ne fait pas effectivement une expérience en réalité mixte comme on fait une expérience sur un écran en 2D. Donc il y a un vrai enjeu d'intégrer les pratiques de la 3D, le comportement de l'utilisateur, le déplacement de l'ordinateur. Finalement, pour schématiser, un zoom en réalité mixte, c'est quoi? C'est l'utilisateur qui fait un pas en avant. C'est bête, mais il faut l'intégrer dans la façon dont on fait l'ergonomie des applications. Ça fait complètement repenser en fait, la façon dont on va designer les applications. Et donc, il faut avoir des compétences, il faut avoir du retour sur expérience, sur de la conception d'expérience en environnement 3D avec un utilisateur du coup, qui est mobile par rapport aux données qu'il va manipuler. Et puis le troisième élément qui est lié sur cet aspect contenu et expérientiel, c'est des capacités d'interaction qui vont être adaptées au contexte d'usage de l'utilisateur. Assez basiquement, et même quand on regarde historiquement ce qu'on fait sur PC, vous regardez quelqu'un qui veut faire un copier-coller sur le PC, vous avez ceux qui vont aller dans le menu fichier, édition, copier, vous avez ceux qui feront le clic droit, vous avez ceux qui vont faire le CTRL-C, CTRL-V, et ainsi de suite. En 3D, c'est pareil. Et donc vous avez du multimodal. Vous avez des utilisateurs qui vont aimer utiliser les gestes, d'autres qui vont aimer utiliser le suivi du regard, d'autres le pilotage par la voix. Et donc vous devez d'implémenter en fait cet aspect multimodal dans les applications pour répondre aux habitudes que vont prendre vos utilisateurs pour que l'expérience soit optimale. D'un point de vue goût en tant que tel, façon de travailler, mais également pour répondre aux contraintes purement opérationnelles. Si vous avez prévu effectivement une application de suivi de travaux, de maintenance, par exemple pour un opérateur, et que pour dérouler une procédure, il est obligé de virtuellement cliquer sur un bouton pour passer à l'étape suivante, et que la personne elle a les mains prises sur une molette ou je ne sais pas quoi en train de tenir, comment vous faites?
Là, vous avez le recours effectivement au suivi du regard, vous avez le recours à la voix, et cet aspect multimodal peut être juste le succès ou l'échec en fait, de l'adoption de l'outil, c'est par rapport à la façon dont l'utilisateur va l'adopter. Et puis le dernier élément, qui est un élément de plus en plus présent, c'est que vous allez pouvoir, dans cette logique en fait, des interactions adaptées, utiliser les moteurs d'IA pour avoir une démarche non pas simplement réactive vis-à-vis de vos utilisateurs, mais également proactive. Comprendre ce que fait l'utilisateur, ce que veut faire l'utilisateur, de manière à pouvoir directement, de manière proactive, lui pousser l'information dont il a besoin. Je suis devant une machine particulière, plutôt que me remonter l'ensemble de mes notices, on va me remonter la notice de cet équipement, parce que j'ai deviné effectivement devant quel équipement je suis en l'ayant reconnu. Ou quel outil vient de prendre un utilisateur sur sa boîte à outils. Donc voilà, comment est-ce que finalement les interactions poussées par l'IA avec du machine learning permettent d'anticiper les volontés de l'utilisateur pour être plus efficaces. Je passe rapidement là sur ce cas d'usage. Inway, on est dans le domaine du médical à nouveau. Reconnaissance en fait des outils de chirurgie. En sortie de stérilisation, vous avez des aides-soignants qui doivent monter des plateaux pour les chirurgiens. Il n'y a rien qui ressemble plus à un scalpel qu'un autre scalpel, à une pince machin par rapport à une pince truc. Vous voyez, je ne connais pas les termes. Et pourtant, il y a énormément de références. Aujourd'hui, par machine learning, en fait, on est capable de reconnaître sans erreur l'ensemble des instruments et de guider un aide-soignant sur la préparation en fait, des plateaux chirurgicaux qui sont utilisés ensuite par les chirurgiens en opération. Donc vous voyez les enjeux en termes de précision qu'on peut avoir. Là, finalement, on accompagne l'utilisateur pour être sûr qu'il va placer le bon instrument au bon endroit pour préparer l'intervention du chirurgien. Dernière étape, l'intégration. On aura des enjeux en fait, d'intégration de la réalité mixte dans les processus métiers sans discontinuer. Si le fait de faire, finalement, de déployer une solution pour, j'en sais rien, des opérateurs nécessite d'exporter d'abord des données pour les mettre dans les mains de l'utilisateur qui va travailler pour ensuite être obligé de réexporter, réintégrer dans l'ESI, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait des capacités d'intégration sans discontinuité en fait, dans les process, totalement intégrés dans le système d'information. Donc là, on a différents enjeux. L'intégration matérielle, donc comment est-ce que j'outille mon expérience de réalité mixte avec les équipements de proximité, qui peuvent être des capteurs, qui peuvent être des outils utilisés par les opérateurs. Comment est-ce que j'intègre avec mon environnement, alors environnement IoT, en tout cas environnement machine de production, donc là, il y a également des solutions pour le faire. Et comment j'intègre effectivement dans le système d'information, de bout en bout, pour à la fois pouvoir sourcer les données, les faire utiliser et les réinjecter, encore une fois, sans discontinuité. Dernier cas d'usage, NJ, des plateaux et des halls d'essai qui sont équipés avec un certain nombre d'équipements de production énergétique qui sont captés, donc avec de l'IoT. On restitue de manière contextualisée l'information qui est captée. Pourquoi capter en IoT ce qui se passe sur des équipements pour ensuite restituer ça dans des tableaux de bord qui sont totalement décorés de la réalité? Là, ce qu'on fait, en fait, on vient restituer l'information là où elle est captée directement. Ce qui fait que l'utilisateur qui manipule son équipement voit en réalité mixte le résultat direct de ces manipulations par la restitution des valeurs qui sont captées par les capteurs IoT. Vous le voyez également, alors je n'ai pas fait l'exercice de voir s'il y avait un acronyme comme pour toi, mais effectivement, avec un déploiement qui va mixer de l'industrialisation, de l'accompagnement humain, de la gouvernance de vos données, qui va être une application qui va à la fois pleinement exploiter votre patrimoine 3D et qui va avoir une expérience qui va être pensée réellement pour la 3D et une bonne intégration dans vos process de société, dans vos processus et dans vos outils de société, système d'information. Vous avez toutes les chances effectivement d'avoir un projet de réalité mixte qui se passera très bien. Merci pour votre attention.